Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, les chéris. Il est 16h03. Quand je dis les chéris, je pense bien sûr à Olivier d'Artigol, bien sûr, monsieur Gauthier Lebray, monsieur Hanouna, Valérie Benaïm et bien entendu Fabien Lecave. Et merci à tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous entre 16h et 18h. Aujourd'hui, émission importante, je vous le dis tout de suite, restez avec nous les 2 heures. Dans un instant, on aura Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? C'est ce que disaient beaucoup de gens ce matin. Donc on va en parler bien entendu sur Europe 1. Vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Pour le moment, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 petites secondes sur Michel Barnier. Michel Barnier, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Gauthier Lebray va nous dire ce qui se passe entre Gabriel Attal et Michel Barnier, parce que là, j'ai l'impression que franchement, c'est la guerre froide. Non, mais c'est un truc. Non, elle est plus froide la guerre. Ah ouais. Elle est pas froide la guerre, elle est chaude là. Là, c'est une guerre chaude. On va réécouter le tacle qu'il a mis à Gabriel Attal. Alors, on s'y attendait pas du tout. Parce qu'au départ, même Gabriel Attal applaudit dans un premier temps, et là, il rajoute la lame, la petite lame derrière, et là, je vois Gabriel Attal fait non mais. Et qui est la dame à côté? Ah, je sais pas, il faudrait que je regarde. C'est une députée Renaissance. Elle lui dit un truc, j'ai essayé de lire sur ses lèvres, je n'y suis pas arrivé, mais je rêvais de savoir ce qu'elle lui avait dit. Vous avez vu travelling avant, sur Gabriel. Incroyable. Je sais pas qui est le réel, mais il est très très bon à l'Assemblée nationale. 80 20 39 21, réagissez à ça. On va avoir les infos bien entendu de monsieur Gauthier Lebray. Pour le moment, écoutez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Le débat va reprendre et va commencer sur le projet de loi de finances avec l'indication que je vous demande de bien comprendre et de ne pas modifier, en tout cas de ne pas travestir. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà, pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. D'ailleurs, ça fait rire tout. Ça fait rire l'hémicycle. Ah oui, ça applaudit, c'est incroyable. Ah oui, sur Europe 1, ça c'est un truc, ça on s'est dit, ah ouais, quand même, il y va quand même. Il y va, mais il joue un jeu dangereux, parce qu'il a quand même besoin. Oui, il a quand même besoin du groupe parlementaire de Gabriel Attal. Benaïm, c'est ça votre problème. Ah bah oui, mais attention, son gouvernement peut ne pas tenir à cause de vous êtes toujours magnifique, les macronistes ne censureront jamais le gouvernement de Michel Barnier parce qu'ils ont la majorité des ministères. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, écoutez Gauthier Lebray et Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Je vous écoute avec attention. Mais Valérie Benaïm, d'Artigol hochait la tête d'acquiescement. Mais c'est normal que Wikewok hoche la tête. Il y a une différence. Excusez-moi, Gauthier Lebray, laissez-moi leur parler. Merci. Non mais Wikewok qui hoche la tête, bien sûr, c'est normal. Mais et vous croyez vraiment mais comment on peut entendre? Alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, s'il vous plaît, mettez un petit peu plus fort là, parce que comment on peut entendre des inepties pareilles sur une radio aussi sérieuse? Mais je suis on est désolée, sur Europe 1. vous verrez que Gabriel Attal va emmerder. Ah oui, c'est sûr. Oui, emmerder, oui. Mais Valérie Benaïm, il y a une différence entre emmerder et censurer. Mais Valérie Benaïm, il est impossible que Gabriel Attal censure un gouvernement dans lequel il a 7 ministres. Il va se retrouver avec 2 ministres. Pardonnez-moi, Cyril Hanouna, je vous aime infiniment. À quel moment avez-vous entendu dans ma voix que j'avais dit qu'il allait le censurer? Elle l'a dit il y a 2 minutes. Mais non, j'ai pas dit censurer. Mais Gauthier Lebray. Ah, je l'ai entendu aussi. Cyril Valérie a raison, c'est que normalement. Mais arrêtez, vous voulez pécho Valérie, arrêtez un peu, Artigol. Normalement, Michel Barnier, il est décrit comme une machine de guerre à ne pas se faire d'ennemis. Ouais. Il a traversé la vie politique sur les 40 dernières années sans se faire d'ennemis. À force de les multiplier concernant Gabriel Attal, parce qu'il y a eu la passation de pouvoir, il va commencer à faire naître chez Gabriel Attal plus que du ressentiment. Ça, c'est sûr. Peut-être quelque chose qui relève d'un désamour après. Attention. Oui, mais je vais vous dire. En politique, André Labarrère disait il faut tuer, il ne faut pas blesser. Mais je vais vous dire. Il est en train de le blesser. Excusez-moi, mais moi, il n'y a qu'une parole qui compte. C'est celle de Gauthier. Oui, mais Gauthier, s'il vous plaît. Gauthier, avec Valérie, on s'est fixé l'objectif de casser ça. Oui, mais vous n'y arriverez pas. Gauthier Lebray, expliquez-leur la vie, s'il vous plaît. Donc, depuis effectivement la passation de pouvoir où Michel Barnier a eu l'impression que Gabriel Attal lui faisait la leçon en lui disant vous reprendrez mes dossiers, je vous les ai laissés sur le bureau, et où Michel Barnier l'a déjà quelque part un peu humilié pendant la passation de pouvoir en lui disant merci pour vos leçons, je peux en placer une, vous avez parlé de votre mère, je vais parler de la mienne. Donc déjà, à ce moment-là, on avait senti le blizzard entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal était parti de là avec la sensation de se faire humilier, surtout que les commentaires médiatiques allaient dans ce sens.
première tension entre les deux après la passation de pouvoir, la formation du gouvernement, où Michel Barnier s'est pris un duel qui est devenu un duo, j'entends, entre Gabriel Attal et Gérald Darmanin, qui ont mis des lignes rouges à Michel Barnier sur la hausse des impôts et qui ont freiné la nomination du gouvernement. Et au dernier moment, Michel Barnier a dit c'est comme ça, je ne reçois pas Gabriel Attal. Il voulait venir à 7 alors que j'ai pris tout le monde à 3, vous ne viendrez pas. Donc déjà, tendu à ce moment-là. Ils étaient à 7 et après ils sont à 3. Alors, ils recevaient tout le monde, pas vous savez. les villes, hein, le nombre. On dirait un sketch de Chevalier, la palette. Ils étaient à 7 alors qu'ils voulaient... Ah non mais sans rigoler, mais c'est incroyable. Donc c'est déjà, le train pour Pau. Et conduit. Je ne reçois pas Gabriel Attal qui veut venir avec un contingent trop important. Deuxième moment de tension, ou plutôt troisième si on compte la passation, Antoine Armand qui déclare, d'ailleurs qui a appelé Michel Berger ce matin au lieu de Michel Barnier sur une radio concurrente, il a dit Premier ministre Michel Berger. Non mais c'est énorme ça. Mais sans rigoler, Michel Berger, c'est énorme. Je vais chanter pour ceux. Merci. C'est Michel Berger qui chante pour ceux qui sont loin de chez eux. Voilà, exactement. Michel Barnier, il a chanté, je pense, pour ceux qui sont loin du gouvernement. Et donc Antoine Armand, vous savez, dit je ne recevrai pas le RN à Bercy, je leur ferme la porte. Donc il se fait recadrer par Michel Barnier et non Michel Berger. Et là, les députés de l'aile gauche soutiennent Antoine Armand. Et moi, j'ai un ancien député, ancien ministre. Donc vous ne faites que dire, en gros, appuyer ce que je viens de dire. Pas du tout, ça va Valérie. être extrêmement le récit n'est pas terminé, si vous pouvez éviter de l'interrompre. Ça n'a rien à voir. Gauthier Lebray dit que quoi qu'il arrive, et je le redis, Gabriel Attal ne censurera jamais le gouvernement. Il va pourrir la vie sans doute de Michel Barnier. Benaïm, allez parler de Mylène Farmer avec Fabien Lecoeuvre, là, du concert de Mylène Farmer, là, c'est bon. Merci. Et donc, Antoine Armand est soutenu par les députés. C'est pareil pour vous, d'Articole. Vous pouvez aller au concert de Mylène Farmer et Michel Thor et Douty Quanti. Pour l'instant, laissez-nous parler entre personnes de bonne composition, entre Gauthier Lebray et moi sur Europe 1. Il est 16h10. Oui, Gauthier. Et donc, Antoine Armand reçoit le soutien de l'aile gauche et un ancien député, ancien ministre, me confie à ce moment-là que Gabriel Attal est derrière toute cette histoire. Donc, je le révèle, je le tweet même. Là, je vous le révèle, l'entourage de Gabriel Attal qui m'appelle en disant c'est pas vrai du tout. Gabriel Attal est hyper constructif avec le Premier ministre. Tout le monde se dessape dans le studio parce que Cyril a fait couper la clim et il fait 250 degrés. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis en chemisette, tout va bien. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Pénibilité au travail, là. C'est vrai qu'il fait chaud. Excusez-moi. En parlant de pénibilité au travail, je vais m'arrêter de petites secondes. C'est un syndicaliste. Vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus pareil? Non mais franchement, est-ce que vous croyez que c'est facile pour moi d'être entouré de gugus de votre genre? Allez, alors, oui, Gauthier Lebray. Excusez-moi, elle dure jusqu'à quelle heure l'histoire? Parce que j'ai Dominique Trinquant là. Là, on termine. Donc, après le point de friction sur la formation du gouvernement et Antoine Armand, hier, on se dit, les choses se sont un peu aplanies entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Et là, bam, double tacle, double détente de Michel Barnier qui casse devant tout le monde Gabriel Attal, qui l'humilie une deuxième fois. Attal était à peine en train d'applaudir le Premier ministre qui se faisait humilier avec ce travelling avant. Ah non, c'était fort. Et le Real, il est fort, hein. Ah oui, le Real était bon hier. Le Real est fort, le Real de l'Assemblée nationale. Je vais voir s'il peut pas réaliser mes émissions. Parce que dès qu'il y avait un tact, alors que la personne n'était pas nommée, il le trouvait. Il sentait, il mettait un gros plan de Bruno Retailleau quand Michel Barnier, sans le nommer, parlait de lui. Non, il est bon le Real de l'Assemblée. Tout le monde à une exception. Sauf Marine Le Pen. Il n'a pas tacté Marine Le Pen. Non, parce que elle, pour le coup, chère Valérie, elle a le pouvoir de censure. Mais enfin, elle peut censurer. Je voulais pas faire ça, Valérie. Je voulais pas faire ça. Gauthier, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous ai dit. Vous le savez très bien. Oh, Valérie Benaïm, ça va. Ça va. Non, mais sans rigoler. Allez, vos petits égos, là, mettez-les de côté. Ici, il n'y a qu'un seul chef et vous le connaissez, c'est Fabien Lecoeuvre. Merci. Si Fabien Lecoeuvre est content, on est content. Par contre, il y a un sujet. Reste avec nous sur Europe 1. Dans un instant, bien entendu, aux alentours de 17h, Fabien Lecoeuvre nous parlera du nouvel album de Michel Thor. Non, de Pierre Ninet. Emmène-moi dormir ce soir. De Pierre Ninet. Pierre Ninet qui n'arrive pas à enlever son casque. Eh ben merci. Vous avez pas enlevé votre slip. Merci. Allez, on a Damien qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Damien. Bonjour Cyril. On rigole beaucoup Damien. Je vous cache pas que ça rigole dans le studio. Vous m'entendez bien? Bien sûr. Vous dites-moi, je reconnais ce son. Vous habiteriez pas dans le Jura, vous? Ah, il semblerait, ouais, peut-être. On m'a déjà pris pour un Suisse, des fois. Mais je sais, il est du Jura, celui-ci. Il habite où, exactement? Il habite Morat en montagne, actuellement, et sinon, il est originaire de Besançon, les tournois de paddle. Bah oui, bien sûr, mon Damien, il est de retour. Damien, Michel Barnier, il a été cash hier, hein? Il a été cash. Alors, il a été moins cash dans son discours de politique général, un petit peu tout le monde. Oui. Voilà, général. Par contre, c'est vrai que même si on se pose des questions, j'ai trouvé plutôt sympa, c'est qu'il interpelle un petit peu chaque personne, notamment l'ancien Premier ministre,
Madame Panot et d'autres. Moi, j'ai trouvé plutôt ça bien, même si voilà, j'ai pas connu vraiment la politique. Je suis un petit peu plus jeune que vous, excusez-moi. Ah oui, j'ai vu ça, Damien, j'ai vu ça. C'est bon, c'est pas la peine de faire comme Valérie Bénaïm, d'avoir la tête qui gonfle. Hein. C'est bon. Oui, mon Damien. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait quelqu'un enfin qui soit un petit peu du level, on va dire. Ouais, vous l'avez trouvé. Il a une stature. Je suis désolé, les mecs. Ah ouais. Quand il arrive, tu te tais. 40 ans de vie publique, 40 ans de politique derrière lui. Bah oui, comme vous, Fabien Lecoeuvre. 40 ans de vie publique. C'est pas loin. Vous le lâchez sur une plage, lui, c'est une émeute. Non, je vous le dis. Même les méduses l'attaquent. Tiens, c'est peut-être pas la même vie publique pour Fabien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a Olivier d'Artigol qui est mort de rire parce qu'il a reçu un message pour se faire appareiller. D'Artigol, GO2L. Oui. Il n'y a pas ES, donc ça me choque. Ouais. Bilan auditif personnalisé, plus appareil auditif invisible à 0 € sur la réforme. Non. Pourquoi on m'envoie ça? Quoi, vous m'envoyez ça? Oui, maintenant. Ouais, ça y est, vous êtes passé de l'autre côté d'Artigol. C'est la bascule. On vous a envoyé un bilan auditif? Une proposition. Écoutez, vous savez quoi? La seule chose que j'espère pour vous, ça rend sourd, hein. C'est de devenir sourd quand il y a les analyses politiques de Valérie Bénaïm. Merci. Damien. Oui. Non. Mais, alors, donc vous êtes plutôt, vous avez plutôt un bon a priori sur Michel Barnier. C'est pas que j'ai un bon a priori. Si vous voulez, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous ment. Ça fait tellement longtemps qu'on entend des belles paroles, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque, si on prend le président actuel, il nous avait promis des belles paroles. Au bout de 7 ans, on s'aperçoit que les belles paroles, elles sont parties. Elles sont pas là. Donc, je pense que c'est légitime de se poser des questions et de se dire, est-ce que M. Barnier fait un coup d'état, enfin un coup d'éclat, un clash, en essayant de se, en essayant de se montrer au visage des Français pour dire, voilà, moi j'arrive, je vais changer les choses. Et comme vous avez dit hier, parce que je vous écoute tous les jours. Merci Damien. Vous écoutiez Europe 1 avant, tous les après-midi? Oui, mes parents, quand j'étais petit, ça me saoulait, c'était une radio qui était nulle, excusez-moi. Ah ouais, c'est vrai, merde. C'était pas du tout le même le même procédé, mais depuis que vous êtes là, et puis même, après je vous ferai un petit coucou pour mes parents. Ils vous regardent tous les soirs. Comment ils s'appellent, Damien, vos parents? Alors, c'est Marie-Rose et Gilbert. Je les embrasse fort, Marie-Rose et Gilbert. Mais j'ai un Gilbert dans l'émission, moi, Gilbert Dez. La merguez. Ouais. Exactement, Gilbert Dez, la merguez. On est bien d'accord, Damien. Damien, en tout cas, donc oui, donc vous, vous dites, vous êtes un peu déçu, en fait, vous êtes désabusé de tout. C'est pas que je suis un peu déçu, c'est que je pense, comme la plupart des gens, c'est ce que je disais à votre interlocutrice qui m'a eu au téléphone tout à l'heure, quand on a conversé. C'est que on se rencontre le matin pour boire un café, ou le midi quand on va chercher notre baguette de pain, ou le soir quand on sort des courses. Et on a tous la même conversation. On se dit, c'est encore des belles paroles, exactement. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Surtout, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le porte-monnaie des Français, surtout? Ça compense. 27,96 €, j'ai fait le calcul exactement. Exactement, Damien. Comme j'ai dit, ça typiquement, ça va appauvrir les chefs d'entreprise, les petites PME, les petites TPE, et ça va pas enrichir les gens qui gagnent le SMIC. Donc forcément. Alors sachez, excusez-moi Cyril. Allez-y, avec plaisir, Damien. Sachez que pour 27,96 € de plus dans le porte-monnaie des Français travailleurs au niveau du SMIC, au niveau rémunération. Et là, je vais interpeller Monsieur d'Artigol s'il nous écoute. Il nous écoute. Il va mettre son appareil et il va pouvoir vous entendre. Vous écoutez, il peut vous entendre, c'est autre chose. Non, mais et simplement, combien ça va coûter aux petits patrons, au patronariat qui va devoir encaisser cette augmentation? Combien ça va leur revenir à eux? Est-ce que c'est 27,96 €? Attendez, je vais lui demander. Combien ça va coûter au patron? Monsieur, d'abord, votre question est légitime. On l'a eu hier et l'ensemble du petit patronat des chefs d'entreprise, PME, PMI, pense comme vous. Je suis pour remettre à plat totalement les 200 milliards annuels d'aide aux entreprises et qu'ils soient prioritairement dirigés vers vos types d'entreprises et que les entreprises grosses ou très grosses qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui versent beaucoup de dividendes soient moins sous le versement de ces aides publiques, ce qui amènera à vous aider,
mais vous pouvez être aussi satisfait, si c'est le cas, que vos employés puissent gagner davantage, parce qu'aujourd'hui, faire sa vie au SMIC, c'est quasiment impossible. Bravo d'Artigol. C'est une réponse que j'entends très bien. C'est une réponse de politicien. Il est malin, le Dartigol. Il est malin le Dartigol. Il vous a piqué vos propos pour les répéter plus tard. Fidèle de l'émission. La réputation. Vous allez voir. Je suis sûr qu'il va répéter ce que j'ai dit hier autour de 17h. Je le connais, c'est incroyable. Mais il le prend bien. Merci Damien d'avoir été avec nous. Attendez, il y a Fabien. Je voulais juste aussi. Il y a Fabien Lecoeuf qui voudrait vous parler. Je voudrais vous poser une question parce que. Une minute. Excusez-moi, il y a Fabien Lecoeuf qui voudrait vous parler, Damien. Oui, parce que comme vous habitez le Jura, en ce moment, Luc Besson termine le tournage de Dracula. Dans le Jura, cette semaine là. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Non, il cherche des figurants. Il cherche des figurants. Mais vous êtes figurant. Alors moi, je m'appelle pas Big Glayou. Big Glayou. Non, c'est Dracula, c'est l'événement de l'année prochaine. Ça va sortir en 25. Quel rapport avec ce qu'on est en train de dire ? Mais parce que tous les gens du Jura, il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas apparemment. Ils cherchent beaucoup de figurants. Mais on va lui envoyer Gilles Verdez. Si vous voulez, oui. Non, voilà. Franchement, Dracula, cherche des figurants et silhouettes. Renseignez-vous, mais c'est en ce moment dans le Jura, toute la semaine là. Damien, vous avez entendu cette info ? C'est vrai que j'ai des dents. C'est vrai que j'ai des dents un petit peu de ce qu'on dit des dents de charal en ce moment. Mais je ne sais pas si c'est des dents de chacal. Merci Damien. Vous vouliez nous dire une dernière chose, Damien ? Oui, tout simplement, Cyril. Je voulais vous faire une petite aparté. Ça va vous rappeler peut-être des souvenirs, mais ça date il y a 16 ans. J'ai regardé un petit peu les 16 ans et demi. On s'est rencontrés. Dites-moi où ? On s'est rencontrés lors d'un meeting. Moi, j'ai travaillé pour une marque étrangère, une marque Oron allemande. Ah oui, je sais. Moi, je faisais la route du rire. Et voilà, vous nous aviez animé la soirée. Eh ouais, je me rappelle très bien, exactement. C'est grâce à ça que j'ai acheté ma première voiture. La petite Lada, là, que j'avais. Oui. La petite Lada. Et on a eu l'occasion de se croiser à ce moment-là. Vous étiez beaucoup plus accessible que maintenant. Je suis toujours accessible, Damien. On en prend une là. Je vais vous dire, Damien. Alors, vous allez voir, si vous me croisez, franchement, c'est vous qui allez me dire que vous êtes moins accessible que moi. Vous savez, moi, je fais ma vie. Par contre, un autre sujet qui n'a rien à voir, mais par contre, si vous seriez accessible, j'aimerais bien vous faire part des problèmes des gens qui ont la maladie de Lyme. Parce que j'ai attrapé cette maladie. D'accord. Et je trouve qu'on en parle très peu en France. Quand je vois qu'au niveau des ministères, on avait oublié les personnes handicapées, et sachez qu'en France, contrairement à d'autres pays d'Europe, ou même le Canada, où on a une reconnaissance par rapport aux gens qui ont un handicap par rapport à cette maladie qui est très handicapante. Moi, j'ai quitté mon travail, j'ai fait une reconversion professionnelle. Actuellement, je cherche désespérément pour pouvoir trouver un boulot où c'est qu'on accepte mon handicap, et c'est très compliqué. Très bien. Il faudra venir m'en parler, Damien. Quand vous voulez, à la télé, peut-être vous viendrez nous voir. Comme ça, on pourra en parler. Je vais organiser ça avec les équipes. D'accord, Damien ? Écoutez, ça sera avec plaisir. Avec plaisir. On va se faire ça. En tout cas, on s'organise ça, mon Damien. Et vous embrassez vos parents. On dit que je leur fais des gros bisous. Je vous remercie. Et puis, j'embrasse quand même tout le plateau. Et puis, particulièrement, Monsieur Verdès. Merci. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais bon, voilà. Il n'est pas là ? Oui. Embrasser, vous savez, quand on a quelqu'un à embrasser, il faut embrasser Gauthier Lebret. Non, mais Monsieur Lebret, malgré qu'il est jeune dans l'activité politique, je trouve que c'est quelqu'un qui est beaucoup intéressé, beaucoup... Il gère le truc, le gamin, comme on dit. Alors, je vais dire, vous savez ce qu'on dit de lui. Il est jeune, mais il jeûne pas beaucoup. Merci Damien, merci. Écoutez, je vous remercie, Cyril, et puis continuez comme ça. Vous êtes un amour, je vous fais de gros bisous. On a Christian qui est avec nous, Christian de Dijon. On a une minute pour Christian, qui lui n'a pas trouvé Michel Barnier fou. Il a trouvé que le discours était plat, c'est ça ? Bonjour tout d'abord, Cyril. Bonjour Christian. Bonjour à toute merci l'équipe. d'être avec nous, Christian. Et notamment, bonjour à Gauthier Lebret. J'ai plus besoin de réveil maintenant pour être à 5h55 devant la matinale de Romain Desarbres et écouter les éminentes analyses de Gauthier Lebret. Merci beaucoup. Christian. Merci beaucoup. Vous savez, ceux qui aiment Gauthier sont mes amis. Je vous le dis, Christian. Donc, je vous remercie. Ça me touche beaucoup. Merci Christian. Merci. D'ailleurs, Cyril, si vous permettez, j'aurais une petite question à poser à Gauthier Lebret à la fin de mon intervention. Allez-y alors. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Posez-lui la question tout de suite, comme ça il a le temps comme ça d'y réfléchir, parce que c'est pas c'est un auteur, vous savez, lui, c'est qu'il a besoin de réfléchir. Vous lui posez la question et après on va se retrouver dans un instant. Je pose la question à Gauthier Lebret. Oui.
à partir de quand démarre le droit du président de la République de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale? Dans un an. Ce délai part le 9 juin 2025 ou le 7 ou 8 juillet 2025, c'est-à-dire au lendemain de la date du second tour des législatives de cette année. Date de la fin du second tour. Oui, il faut que il ne peut pas faire un premier tour et un second tour, puisqu'il y a toujours une semaine de battement entre les deux, avant un an des précédents premiers donc et second tour. Juillet. Voilà. C'est 8 juillet. Oui. D'accord. C'est 8 juillet ou 30 juin? D'accord. Le 30 juin, ça devrait être le premier tour, et le 8 juillet, le deuxième. Voilà. Enfin, l'équivalent, le dimanche ne tombera pas à la même date. On est d'accord. Voilà. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous écouter, à nous suivre sur europe1.fr. Allez nous voir d'ailleurs sur europe1.fr. Vous allez voir, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont chaud dans le studio. C'est n'importe quoi. Il est 16h32, bien entendu, on est en direct. Et je voudrais vous lire une pétition, puisque si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez qu'il y a une fronde à mon encontre. Je vais vous lire la pétition qui a été envoyée à la direction d'Europe 1 ce jour, le 2 octobre à 16h19. Sachez qu'il y a apparemment des fauteurs de troubles. Oui, je suis très choqué de ce qui se passe. Ce jour, non mais je vais vous le dire, la température en studio dépasse les 45 degrés. Nous demandons votre intervention en urgence auprès de Cyril Hanouna, habillé avec une chemisette haïtienne. Bon, voilà, je sais pas qui a écrit ça, mais ça doit pas être très quelqu'un de voilà. Un rouge. Exactement, ça doit être un rouge. Ça sent le communiste. Elle a été signée par Fabien Lecoeuvre. Elle a été signée par Valérie Benaïm et pour moi, comme c'est le même stylo, je pense qu'elle a été c'est d'Artigol qui l'a écrite. Voilà, j'avais vu que c'était un communiste. Ils ont essayé de me forcer à la signer. Mais Gauthier l'a signé. Non, ils ont essayé de me forcer. Ils ont essayé de forcer Gauthier Lebret. Et moi, j'ai un peu. Il s'est bien sûr retiré. Sachez que je garde cette pétition entre mes mains. Ce sera une pièce à conviction et vous vous expliquerez devant les juges et devant les prud'hommes. Gauthier a retiré la signature. Non, on m'a forcé. Et derrière, il a mis son manteau en disant qu'il fait un peu frais. Il fait un peu frais. Je suis à deux doigts de mettre le manteau de Valérie Benaïm parce que j'ai un peu froid. Merci, sont des vous irez loin, Gauthier, parce que vous avez une absence de colonne vertébrale qui est absolument formidable. Vous réussirez. En tout cas, lui, il connaît la politique. Merci. Nos deux invités sont là, on va les accueillir dans un instant. Juste, il y avait Christian qui est avec nous en ligne sur Europe 1 qui voulait juste réagir sur Michel Barnier, sur le discours de Michel Barnier hier à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Christian ? Oui, écoutez, j'ai pas été emballé forcément par le discours du Premier ministre, mais je comprends, si vous voulez, qu'il ne s'avance pas sur des sujets pourtant cruciaux comme l'immigration, l'insécurité, parce que ses marges de manœuvre sont très faibles. Alors, Christian, je suis d'accord avec vous. Là, sincèrement, si vous voulez, pardon ? Là, il pouvait pas prendre, à mon avis, beaucoup de risques sur sa première intervention. À l'Assemblée, il devait ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Et pour moi, je vous le dis, il a bien slalomé. Il s'en est sorti en vrai, on va pas se mentir, parce qu'il a mis personne contre lui. Voilà, à part le petit tacle à Gabriel Attal, mais c'est vrai que c'était autre chose. C'était après le discours politique général. Voilà, ça va passer. Mais Cyril, si vous voulez, si je peux me permettre, la nuance, c'est la mollesse. La modération, c'est la résignation, voire la soumission. Ah. Alors ça, c'est de qui? C'est pas de Valérie Benaïm, ça? Non, ça c'est de moi, ça. Ah bravo Christian, bravo. Non mais moi, en tout cas, je pense qu'il n'avait... Franchement, hier, il pouvait pas arriver et dire, Gauthier Lebret était pour qu'il arrive avec 20 mesures et qu'il dise... Mais je suis d'accord avec lui. Oui, mais est-ce que c'était pas pour la première? Je pense que ça aurait été mal vu. Je pense que ça l'aurait peut-être mis en danger. Là, pour l'instant... Alors, les 18 ans. Pour l'instant, il avait annoncé qu'il allait faire ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'il avait dit. L'entourage du Premier ministre avait dit que ça serait très concret, que ça serait pas un catalogue de mesures, mais que ça serait des mesures concrètes à mettre en œuvre dans un court et moyen terme. Ça n'a pas été cela, force est de constater hier. Je vais vous dire, moi aussi, j'ai dit à ma meuf qu'on allait partir à Hawaï cet été. On est parti à Guingamp. Voilà, on promet plein de choses. Je vous le dis, c'est comme ça. Voilà, c'est normal. Voilà, après vous parlez à vos conseillers, puis vous dites non, Guingamp c'est moins cher. Il va pas pouvoir se cacher comme ça. Là-bas. Il va pas pouvoir se cacher comme ça pendant des semaines et des semaines. À un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut prendre des mesures. Alors oui, il est effectivement tiraillé entre l'aile gauche de la Macronie et le Rassemblement national, et il veut se fâcher avec le moins de monde possible dans ce nouveau bloc. Mais il va falloir au bout d'un moment faire de la politique et trancher. Exactement, trancher. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cyril. Ça nous a fait bien plaisir. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 et là on va parler d'un sujet un peu plus sérieux quand même. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? On va rappeler ce qui se passe. Gauthier Lebret, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu le contexte puisque vous êtes pour moi mon bras droit. Et donc hier,
nouvelle attaque, la dernière c'était au mois d'avril, des drones iraniens contre Israël. Donc, suite à l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Exactement, au Liban samedi. D'ailleurs, je note que la France a réagi, heureusement, à l'attaque iranienne contre Israël. 200 missiles tirés de l'Iran vers Israël. Oui, alors c'est 180. Tel Aviv dit 180. L'Iran dit 200, bon, entre 180 et 200, ça change pas grand-chose. Tous quasiment interceptés par le dôme de fer. S'il n'y avait pas le dôme de fer, ça serait un champ de ruines. Hein. Bien sûr. Tel Aviv serait un champ de ruines. C'est ça qui est fou, ce dôme de fer. On va en parler dans un instant avec nos invités. Alors, donc, cette attaque a été faite en réponse à l'assassinat d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, la semaine dernière, et l'assassinat de celui d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, cet été. Et la France vient, à l'instant, de demander à tous les ressortissants français qui se trouvent en Iran de quitter le sol iranien. La France a condamné évidemment l'attaque iranienne contre Israël. Je note que la France n'avait pas réagi à la neutralisation de Nasrallah. Pas un mot du président de la République. Un communiqué de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui avait fait un communiqué sans faire de référence à la neutralisation de Nasrallah. On rappelle que le Hezbollah a tué plus de 50 soldats français en 1983. C'est l'attentat contre l'immeuble Drakkar à la voiture piégée. Et donc là, il y a eu enfin un communiqué et un conseil de défense hier présidé par Emmanuel Macron. Exactement. Alors, sommes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? On aura Dominique Trinquant qui est avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Il est le seul journaliste français à s'être entretenu en décembre dernier avec Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, assassiné la semaine dernière. Donc, pour vous dire que ça va être très intéressant tout ça sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour nous poser toutes vos questions, pour réagir bien entendu à l'antenne d'Europe 1. On se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite. Il est 16h40 sur Europe 1, merci d'être avec nous. Sommes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? Vous réagissez, posez vos questions, vous pouvez poser plein de questions bien entendu. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21. Je voudrais remercier Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1 en direct. Merci d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup, ça nous fait bien plaisir. Et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Vous êtes le seul journaliste français à vous être entretenu en décembre dernier avec Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, assassiné la semaine dernière. Merci d'être avec nous. Alors, pas avec Hassan Nasrallah, mais avec son numéro 2, qui est aujourd'hui celui qui a repris en charge, qui s'appelle Naïm Kassem. Mais c'est ça. Alors justement, je voudrais vous poser d'abord une première question, Mériadec Raffray. Quand on élimine le numéro 1 du Hezbollah, derrière, il y en a combien derrière qui peuvent prendre la place et qui sont aussi belliqueux que lui? Parce que c'est ce que je me suis posé comme question à chaque fois. Moi. Je me dis en fait, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que c'est une vraie question. C'est en fait le Hezbollah, si vous voulez, c'est un drapeau, c'est un slogan, c'est une réalité politique, militaire, sociale, c'est même une réalité philosophique pour tout un nombre d'habitants du Liban, les chiites, qui sont majoritaires dans le sud du Liban, dans le nord-est du Liban, dans la plaine de la Bekaa. Vous voyez, c'est quelque chose de complexe. En 82, le Hezbollah, c'était une organisation terroriste, point barre. Aujourd'hui, le Hezbollah est partie prenante du fonctionnement du Liban, de la société libanaise, et dirige une grande partie du Liban. On dit que c'est un État dans l'État d'ailleurs. C'est un État dans l'État puisque le Hezbollah en fait au-dessus de l'État même. Oui. C'est un État au-dessus de l'État. Oui, Dominique Trinquant, oui, qui a profité de la faiblesse de l'État libanais lui-même et de sa puissance et de la figure de Nasrallah qui était très écoutée. Bien sûr. Pour en fait réduire à néant la capacité. Justement, Mériadec Raffray, le fait d'avoir éliminé l'ancien chef du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, est-ce que ça va changer quelque chose ou rien du tout? Alors, ça change une première donne importante, et je dirais que l'élimination d'Hassan Nasrallah, c'est le point d'orgue de 15 à 20 jours d'une opération assez incroyable sur le plan tactique et technique d'Israël, qui nous fait mesurer à quel point Israël avait premièrement infiltré en profondeur cette organisation qui s'est créée dans le secret de la clandestinité. Donc ça, c'est vraiment un truc incroyable que tous les spécialistes observent. Justement, bouche bée. Mériadec Raffray, juste pour s'arrêter 2 petites secondes là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment la communauté internationale s'est dit c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire nous. Ils sont bien plus avancés que nous sur ce domaine. Vous parlez des Israéliens. Oui. Il y a eu aussi l'histoire des beepers aussi. C'est une façon de se rattraper du 7 octobre. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais
j'allais dire. C'est que le 7 octobre, quand même, on a découvert les caïds du renseignement, considérés comme les maîtres du renseignement, en particulier du renseignement technique et électronique, qui se sont fait berner. Alors, le mot est rapide, il faudrait développer, on n'a pas le temps, mais ça a été quand même une véritable faillite. C'était ce que certains ont appelé leur Pearl Harbor, si vous voulez, stratégique. Et là, en fait, avec ces coups qu'ils ont marqués ces 15-20 derniers jours, et le point d'orgue, l'assassinat du grand patron, celui qui est à la fois une icône et qui était intouchable jusqu'à présent, les services redorent leur blason de manière très importante et rétablissent une forme de dissuasion. D'accord, ça c'est en fait, donc ça a servi à ça. Voilà ce que vous venez de dire. Mais alors, j'ai pas encore répondu à votre question. C'est qu'est-ce que ça a comme conséquence militaire et technique? C'est qu'il n'y a plus d'amortisseurs aujourd'hui, ou quasiment plus. On va le voir dans les jours qui viennent, entre les deux vrais co-belligérants qui ne sont pas l'Israël et le Hezbollah, mais qui sont Israël et l'Iran. Exactement. Et quand vous augmentez la surface de friction entre deux armées de puissance de cet ordre-là, qui même si les choses sont un peu encore déséquilibrées, automatiquement, le risque, la probabilité d'un embrasement augmente. Exactement. Et je réponds à votre question. Exactement, on va en parler dans un instant de l'embrasement. Dominique Trinquant, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Marianne Crafray? Une petite remarque simplement. Attention, le 7 octobre, c'est la faillite du système de renseignement militaire et intérieur, Shin Bet et Haman. Alors que là, les offensives qui réussissent, c'est les réussites du Mossad. Exactement, c'est pas qui pareil. Est en guerre depuis des années. L'affaire des beepers dont vous parliez, c'est une affaire qui a été montée depuis des années, parce que pour la construction des beepers, arriver à mettre des sous-éléments dedans qui contiennent des explosifs et qui permettent d'exploser, ça nécessite la création de sociétés écrans, de montage, etc. C'est un truc absolument fabuleux. Et le Mossad, lui, est en guerre en permanence. Et le Hezbollah était une de ses cibles favorites. Mais l'Iran, aujourd'hui, on va en parler, il y a au sein des services de sécurité iraniens, des gens qui travaillent pour le Mossad. Donc il y a une espèce de paranoïa, aussi bien du côté du Hezbollah avec tous ceux qui ont été tués, qu'en Iran, où il y a eu un communiqué du gouvernement iranien ce matin disant tous ceux qui identifient quelqu'un qui pourrait travailler pour Israël doivent le dénoncer. Ça prouve bien qu'ils ont un problème. Ah, bien sûr, c'est incroyable. Vous vous rendez compte c'est ça qu'ils ont réussi en fait. Ils ont réussi à les déstabiliser. À infiltrer. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Marianne Crafray, donc vous êtes le seul journaliste à vous être entretenu avec le numéro 2 donc du Hezbollah, maintenant numéro 1 d'ailleurs. Justement, quand vous le rencontrez, comment, justement, qu'est-ce que vous avez comme sentiment après cet entretien? Vous voulez que je vous dise vraiment? Oui. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de cérébral, de rationnel. C'est le plus inquiétant. Prenez-le, enfin ça c'est vous qui le dites, je sais pas, il faut, mais en tout cas c'est pas un fou, c'est pas fou au sens où on peut le dire rapidement sur un plateau de télévision, vous voyez. Ce sont des gens qui ont une histoire, une philosophie, un passé, qui ont une vision. Et qui ont une vision long-termiste. C'est quoi leur vision? D'ailleurs, ils nous renvoient ça à nous, journalistes occidentaux et occidentaux. Ils nous disent, vous êtes dans l'instantané, dans le jour d'après. Nous sommes au-delà de l'horizon. Et c'est quoi leur vision alors? Eh bien, ils ont, j'ai plus l'expression en tête. Leur vision du monde, c'est quoi? Leur vision du monde c'est une vision qui est une vision spirituelle, messianiste, si vous voulez, qui est déconnectée en fait des logiciels occidentaux complètement. Donc vous avez deux logiques qui s'affrontent en fait. C'est ça qui est intéressant et en même temps complexe à expliquer, c'est que il y a une réalité militaire, technique, le terrain commande. Et là, Israël a l'initiative. Israël a ouvert le jeu comme jamais elle n'avait ouvert depuis ces 30 dernières années au Proche-Orient. Mais il y a aussi cette réalité philosophique, spirituelle. Et je reviens à votre question initiale. Les réfugiés libanais qui dorment aujourd'hui dans leur voiture avec leur pauvre petite couverture qu'ils ont réussi à le seul bien qu'ils avaient et qu'ils ont fui le sud du Liban et qui vivent aujourd'hui dans les rues de la capitale de Beyrouth. Que croyez-vous qu'ils pensent de l'offensive d'Israël au Liban? Que croyez-vous qu'ils en pensent? Alors justement, c'est la question qu'on pose parce qu'on sait que c'est très partagé en fait. Bien sûr. Et en fait, jusqu'à présent, je crois qu'Israël Hassan Nasrallah, en fait, est mort de ne pas être tombé dans le piège d'Israël. Hassan Nasrallah savait que sa ligne rouge à lui, c'était de ne pas être considéré par les Libanais comme le responsable d'une escalade au Liban.
Bon, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il s'était fait infiltrer de l'intérieur. Mais maintenant, c'est à Israël, c'est Israël qui va prendre ce risque-là vis-à-vis, je dirais, de l'environnement dans lequel qu'il pourrait intervenir. On voit qu'il essaye aujourd'hui, il commence aujourd'hui à grignoter en fait le Sud-Liban. Et Israël a quelques souvenirs un peu difficiles, un peu douloureux de cette histoire récente. Ça a commencé en 82 quand le Ariel Sharon, qui était à l'époque un des patrons des brigades qui ont investi Beyrouth, ça a duré jusqu'en 2000. Il a fallu toute cette période-là pour ensuite que Israël puisse se retirer du Liban. Et puis il y a eu le face-à-face très douloureux, militairement parlant, entre Israël et le Hezbollah en 2006, la fameuse guerre de 33 jours, qui finalement n'a été gagnée ni vraiment par un camp, ni vraiment par l'autre. Par contre, ceux qui ont perdu, on le sait très bien, ce sont les Libanais. Bien sûr. Voilà. Justement, comment la mort de Hassan Nasrallah a été accueillie a été perçue par les Libanais Ça dépend des régions. Oui, justement. Oui. Eh bien, écoutez, d'un côté, vous avez les Libanais qui vous disent en off, à vous, ils vous disent Israël a fait le travail que beaucoup de gens n'ont pas fait et auraient dû faire. Ça, c'est plutôt la partie chrétienne pour être un peu schématique et simpliste. Pardon ? Les chrétiens, les druzes, les sunnites. Voilà. En fait, il n'y a que les chiites qui applaudissent. Exactement, Dominique Trinquant nous dit. Oui, il n'y a que les chiites. J'interviens un petit peu pour connaître. J'ai commandé un bataillon au Sud-Liban, donc j'ai passé 6 mois. Et en 2006, je suis revenu là-bas. Moi, je m'élève contre le fait qu'on pense que les chiites représente une grande partie du Liban. En fait, c'est un mouvement extrêmement efficace qui distribue beaucoup d'argent. Dans les villages sud du Liban, j'ai vu, ils payent pour qu'une femme porte le voile, ils la payent. Et donc, c'est un mouvement qui a une emprise absolument extraordinaire sur le sud, et je le disais tout à l'heure, qui a profité de la faiblesse du gouvernement libanais, qu'il soit chrétien, sunnite ou druze, mais qui a aussi, je rappelle que le premier ministre sunnite a été assassiné par le Hezbollah. Donc, non seulement il a une emprise sur une partie de la population, mais en plus, il rend l'autre partie de la population inopérante, inefficace. Et donc, aujourd'hui, les manifestations de soutien à Nasrallah, bien sûr, dans le sud, alors le sud où j'étais, que je connais bien, et puis le sud de Beyrouth, parce que c'est beaucoup par quartier, à Beyrouth, est indéniable. Mais les autres, ils se disent, ouf, ça y est, c'est fini, on a fini. Mais auront-ils le courage et la force de réagir ? Ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on souhaiterait, beaucoup qui aiment le Liban, qui connaissent le Liban, se disent, enfin, il va pouvoir sortir de cette espèce de... Il n'a pas de président élu depuis 2 ans. Il faut rappeler qu'un président doit être chrétien, mais ça ne peut se faire qu'avec l'accord du Hezbollah. Exactement. Donc c'est compliqué. Voilà. 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1, bien entendu. On est avec Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Mériadec Raffray, vous nous l'avez dit il y a un instant, vous avez donc rencontré le numéro 2, devenu numéro 1 du Hezbollah. Juste avant d'y aller, vous aviez quel a priori ? Écoutez, quand on est journaliste et qu'on a la chance de rencontrer un personnage assez discret, difficile à voir et qui a un rôle local, régional, qui joue un rôle dans des événements qui peuvent produire la paix ou la guerre au Liban, on considère d'abord qu'on a une chance, qu'on a beaucoup de chance. Il se trouve que, vous savez, les journalistes, c'est un peu comme les militaires, on dit qu'un général qui n'a pas de chance, faut pas lui donner à commander une armée. Bon, les journalistes doivent avoir de la chance de temps en temps. Pourquoi il vous a dit oui ? C'est ce que j'allais vous expliquer. C'est que j'y suis allé en fait au moment où Israël et le Hamas avaient signé leur première trêve. Et là, les gens voulaient parler. Les gens avaient des messages à envoyer. Vous voyez, c'est dans ces cas-là, les gens veulent parler. Et j'ai eu la chance d'y arriver. Juste à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Et j'avoue que c'était une discussion, une rencontre professionnellement très intéressante. Vraiment, c'est quoi ? C'était, vous étiez impressionné, vous avez eu, voilà, vous étiez un peu, vous étiez comment ? Vous étiez tendu quand impressionné, voilà, c'est pas le premier dirigeant que je rencontre, bien mais sûr, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comment dirais-je, d'amorcer un dialogue avec quelqu'un qui parle pas le français, mais qui le comprend. J'ai vite compris qu'il comprenait le français, en fait. J'avais un interprète en arabe, bien sûr, et on a initié un échange, et on se dit qu'on va sur une autre planète, et tout d'un coup, vous sentez, vous êtes et journaliste, vous sentez que vous amorcez le dialogue et la personne qui est sur l'autre planète que vous comprenez à un moment donné que le dialogue s'instaure et qu'on peut
échanger, dialoguer des arguments, et c'est intéressant. Vous aviez un terroriste en face de vous ou pas? Non, j'avais pas un terroriste, j'avais un intellectuel. Ah oui. Un intellectuel, un chef spirituel. C'est compliqué à entendre ça. Oui, mais moi je vous dis, difficilement audible. Peut-être, mais moi c'est fou d'entendre ça. Je voudrais rappeler que les pires des terroristes sont des intellectuels. Voilà. Des pires, exactement. Mais bien sûr. C'est toujours au nom d'un dogme. C'est pour ça que quand Mériadec Raffray m'a dit au début de l'interview, j'ai rencontré quelqu'un de très intelligent, j'ai dit c'est pire, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. On aurait préféré qu'il me dise j'ai rencontré quelqu'un qui était un abruti fini. Mais c'est vrai que quand vous nous avez dit c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un plan, qui sait où il va et qui est extrêmement intelligent, on s'est dit ah bah on est dans une plus grosse panade que celle qu'on croit. Complètement. Le problème c'est qu'il a une vision, mais une vision qui n'est pas la nôtre. Exactement. Et qu'il est suffisamment structuré pour très bien l'évoquer et pour arriver à amener beaucoup de monde autour de lui, parce qu'il est intelligent et qu'il arrive à le faire. C'est le gros problème, en fait. C'est l'énorme problème. 01 80 20 39 21. Vous restez avec nous sur Europe 1, c'est extrêmement intéressant. Et puis, dans un instant, on va parler également de, est-ce qu'on pourrait être à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? Alors, on s'est souvent posé cette question. D'ailleurs, Dominique Trinquant, vous étiez venu me voir il y a pas longtemps, justement, pour la même question. Après des événements comme ça au Proche-Orient, on va en parler dans un instant. Et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des forces en présence. On voit plein de choses qui se passent et on ne sait plus exactement quels sont l'état des différentes armées. On s'en parle dans un instant sur Europe 1, à tout de suite. 17h03 sur Europe 1 et nous avons la chance d'être avec Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Mériadec Raffray est avec nous également, chef du service international de valeurs actuelles. On passe c'était une émission extrêmement intéressante. Il y a énormément de gens qui veulent nous joindre au standard. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On va prendre vos questions, on va prendre vos analyses. On vous a posé une question, sommes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? Et bien entendu, c'est la question qu'on va poser à nos deux invités. Merci en tout cas à vous deux d'être avec nous. Et c'est vrai qu'on parlait il y a un instant, on parlait du dôme de fer, puisqu'il y a eu 180 missiles balistiques en provenance de l'Iran qui ont été lancés sur Israël hier, et on parle souvent de ce dôme de fer. J'aimerais qu'on explique aux auditeurs d'Europe 1 d'où vient ce dôme de fer et ce qu'il est capable de faire, parce que c'est vrai tout le monde en entend parler. J'aimerais qu'on explique juste à nos auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous à 17h04, Dominique Trinquant, de quoi il s'agit. Alors, quand on parle du dôme de fer, en fait, on extrapole un nom. Le dôme de fer, c'est la couche inférieure. La défense anti-aérienne d'Israël repose sur 3 couches. La basse couche, la couche moyenne et la couche haute. Et le dôme de fer, c'est la couche basse, celle qui, en fait, était faite pour arrêter toutes les roquettes courte portée qui venaient essentiellement de Gaza et du sud d'Israël, du Liban, pardon. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu le dôme de fer et la couche haute, Arrow, qui a fonctionné, mais aussi, ce dont on ne parle pas, ce sont les avions. Oui. Parce que, naturellement, les avions israéliens, américains, voire d'autres, ont décollé, puisqu'il y a eu une préalerte qui a été donnée par les États-Unis, qui, grâce aux images satellitaires, ont vu les missiles qui se préparaient. C'est un missile, on appuie pas sur un bouton et ça part. Il faut préparer. Surtout que les missiles hypersoniques, en fait, ont un propulseur solide à l'arrière et liquide à l'avant. Donc ça veut dire qu'il faut le remplir. Donc les Américains ont préalerté, des avions ont décollé, et donc un certain nombre de ces missiles ont été arrêtés loin. Moi j'ai eu un témoignage direct de quelqu'un à Damas qui a vu des missiles détruits par l'aviation israélienne. Ah oui. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des radars qui captent les missiles qui arrivent et qui ensuite distribuent aux lanceurs solaires, donc anti-aériens, les cibles à frapper. D'accord. Ces radars, d'après les informations que j'ai, sont capables de traiter 200 cibles à la fois. Ah oui. Énorme. Il y en a une dizaine, ça fait 2000 cibles. Bien sûr. Donc ils sont capables de traiter tout ça, voire même, parce que dans les frappes qui ont été faites par les Iraniens, en fait, elles ciblaient essentiellement des bases militaires. Et il y en a une qui a été touchée, on est sûr, c'est la base 28 qui est au sud, dans la région du Negev, et qui a été touchée. Mais il y a des missiles qui sont partis et qui n'ont pas, qui visaient des zones désertiques. Et donc ceux-là, ils sont même pas interceptés pour ne pas gaspiller les munitions, parce que évidemment, avec la saturation que peut représenter une attaque, peut-être une deuxième demain ou une troisième, il faut des munitions pour tirer la cible. C'est incroyable. Et donc voilà.
Voilà. C'est incroyable. Est-ce que, juste Dominique Trinquant, quel pays possède ce qu'on appelle ce dôme de fer ? Alors, la particularité qu'il faut bien dire, c'est qu'Israël est tout petit aussi. Bah, bien sûr. Donc, le dôme de fer, si vous voulez, je prends un parallèle, l'Ukraine. On vous dit défense antiaérienne en Ukraine, mais c'est pas possible. C'est une surface gigantesque. Alors que Israël est beaucoup plus petit. Donc, c'est plus facile. Donc, personne n'a un dôme de fer du style de celui des Israéliens, qui eux-mêmes ont reconnu cette nuit qu'il n'était pas imperméable à 100%, bien sûr, qu'il y avait des choses qui pouvaient passer. Mais d'autres pays sont obligés de concentrer leur défense sur une ville, sur une base aérienne, sur des éléments comme ça, mais pas l'ensemble du territoire. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Donc c'est parce que le territoire est petit qu'on peut le faire, hein, forcément. Voilà. Oui, Gauthier Lebray. Qui serait capable de saturer le dôme de fer ? On entend que le Hezbollah était en mesure de le faire jusqu'à la mort de Nasrallah et jusqu'à, évidemment, l'intervention terrestre d'Israël, qui est en train de détruire les caches d'armes. Est-ce que l'Iran, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué hier, a perdu son principal allié et cette principale source de saturer le dôme de fer avec le Hezbollah qui est en perte de vitesse ? Alors, on est d'accord, je reviens à la définition, pas le dôme de fer, mais l'ensemble de la défense antiaérienne. Parce que le dôme de fer, il a été saturé, et il n'a pas été saturé, en fait, là où il y a la plus grosse attaque, c'est le 7 octobre, où il y a eu des milliers de roquettes qui ont été lancées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui est passé. Qui est capable de détruire Tel Aviv, qui est capable d'atteindre et de ruiner Tel Aviv. Particularité de l'attaque de la nuit dernière, c'est que pour la première fois, l'Iran a utilisé des missiles hypersoniques, Fatah, et qui, eux, peuvent déjouer, non pas saturer, mais peuvent déjouer le système, parce qu'ils volent, ils sont hypersoniques, donc ils volent très très vite, et en plus ils sont manœuvrants. Mais c'est quand même un échec. Il y a un Palestinien qui est mort hier de cette attaque. C'est quand même un échec militaire. Oui, non mais la première attaque du mois d'avril et celle-là sont des échecs pour l'Iran, c'est évident. Mais quand vous dites saturé, au fur et à mesure des jours qui s'avancent, il peut y avoir un certain nombre de déficiences qui se découvrent dans le système. Dominique Trinquant, je vais vous poser une question, vous allez y répondre dans un instant. Gauthier Lebray disait que c'est vrai que les 2 dernières attaques sont un petit peu des échecs militaires de l'Iran. On a le sentiment que ce sont plus pas des attaques, mais des avertissements. À chaque fois, ils disent on attaque. Bon, voilà, c'est terminé pour maintenant. Si vous nous réattaquez, là, on a l'impression de ça. J'aimerais que vous nous répondiez dans un instant à ça sur Europe 1, parce que c'est le sentiment qu'on a tous. Hein. On le voit comme hier, ils ont envoyé 200 missiles et puis le lendemain, ils disent bon, ça y est, c'est terminé. Hein. On a arrêté. Là, voilà, on a fait attaque. Maintenant, si vous nous réattaquez, là, ça va être beaucoup plus important. On en parle sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs en ligne aussi dans un petit instant. On revient dans 1 minute sur Europe 1. Tout de suite, il est 17h09. 17h10, on est en direct jusqu'à 18h, bien entendu, sur Europe 1, c'est votre rendez-vous. On marche sur la tête, 16h, 18h. On vous pose une question. Sonne-moi à l'aube de la 3e guerre mondiale. Il y a énormément de gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ce conflit, à ce qui se passe un petit peu dans le monde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent. Parce que moi, il y a plein de gens aussi, je le dis, Europe 1 qui me disent oui, mais ça, c'est toujours pareil. De toute façon, on en entend parler depuis des années, et puis il se passe jamais rien. Et puis, il y a des gens aussi qui m'interpellent aussi dans la rue, qui me disent Cyril, c'est très grave ce qui se passe. Vous avez vu, est-ce que ça va être une guerre mondiale? Donc c'est vrai qu'on voulait en parler avec des spécialistes aujourd'hui. On a la chance d'avoir Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Et je vous ai posé une question il y a un instant. Mériadec Raffray va répondre aussi à ma question que je vais reposer à Dominique Trinquant. On a le sentiment, et je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1, que les attaques de l'Iran sont un petit peu pour dire bon, vous avez vu, on a répondu à ce qu'a fait Israël, voilà. Donc, mais on a envoyé 200 missiles. 2 fois, ça a été plutôt des échecs. Et derrière, on entend à chaque fois, c'est bizarre, ils disent bon, ça y est, l'attaque est terminée. Maintenant, à vous de voir si vous voulez la guerre ou pas. On a l'impression que c'est ça. Alors, le premier sujet que je voudrais écarter, c'est celui de on a prévenu de façon à pas faire de dégâts. Ça a été le cas après la première attaque, ou après, comme elle a été ratée, forcément les Iraniens ont dit c'est parce qu'on avait prévenu, donc etc. Là, cette fois-ci, ils ont dit on n'avait pas prévenu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, pour revenir simplement à l'attaque de la nuit dernière, elle ciblait des objectifs militaires. Elle a touché un aérodrome important, la base 28 du côté du Negev. Donc, ça a été touché. Les dégâts, on n'en sait rien, on le saura peut-être jamais, mais voilà. Donc, ça veut dire aussi que les Iraniens ont dit c'est une première marche de escalade. On tape des objectifs militaires et ils ont répondu si Israël nous attaque, c'est l'ensemble des infrastructures qui sera attaqué. Donc, on voit qu'il y a une graduation et je pense que les Iraniens, dans cette frappe, il y a eu un problème
une lutte interne. Les Pasdaran, qui dépendent directement du guide suprême, c'est le fer de lance, c'est les plus durs, et eux, ils voulaient aller à l'attaque. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah était le genou en terre, même s'il combat, on le verra peut-être tout à l'heure, il combat bien au sud Liban, mais en plus, chaque fois qu'il y a eu des frappes israéliennes au Liban, en Irak, en Syrie, à chaque fois, il y avait des responsables des Pasdaran et des responsables de haut niveau qui ont été tués. Donc pour eux, il fallait dire, on venge nos chefs qui ont été tués, et on ne laisse pas tomber nos séides, parce que sinon on perd toute crédibilité. Voilà. Alors, Myriad Akrafré, vous voulez réagir à ce que je viens de dire sur l'Iran ? Je partage à peu près ce qui vient d'être dit, à la seule différence près que moi je ne sais pas exactement ce qui se passe en Iran, à Téhéran, et c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe au sein du régime, même si effectivement on sent qu'il y a quelques dissensions, la lecture de ces dissensions est quand même complexe. Ce que je constate quand même, c'est que hier soir, on a changé, les règles du jeu ont changé au Moyen-Orient. Ça, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que le 13 avril dernier, lorsque l'Iran ose pour la première fois dissuader le fameux bouclier, le dôme de fer, enfin le bouclier dissuasif israélien, il le fait en prévenant tout le monde, en disant on va le faire, mais on vous prévient et finalement on sera quitte comme ça. Là, cette fois, pas de prévention, et ils emploient ce que le général Trinquant a souligné, ils emploient pour la première fois des armes hypersoniques. Une dizaine de minutes pour partir de la région de Téhéran pour arriver en Israël. Et désolé d'insister, mais des missiles sont tombés sur des objectifs militaires. Donc le système est faillible, on l'a vu. Simplement, ce que vous avez dit aussi, là, je crois que on rentre dans la nuance très importante, c'est que les cibles ont été visées de manière à éviter les dégâts civils. C'est ça. Voilà. Donc c'est là où on retrouve quand même une certaine subtilité dans le message envoyé par l'Iran, sachant que évidemment la puissance militaire iranienne n'est pas l'équivalent de la puissance militaire israélienne à l'instant T. En revanche, vous savez combien ça coûte un système patriote, par exemple, de batterie patriote, de contre-batterie patriote? Le système lui-même, ça coûte de l'ordre de plus d'1 milliard de dollars. Et les seuls missiles, c'est plusieurs millions d'euros chaque missile. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans une guerre asymétrique, mais une course de vitesse. Et cette course de vitesse, elle est drivée par une date importante, notamment pour Israël. C'est l'initiative de la liberté d'action quasiment jusqu'au 5 novembre. Après, les choses risquent d'être un peu différentes pour Israël. Mais j'ai une question à vous poser. On se disait que l'Iran n'était pas intéressé avec un affrontement direct avec Israël, préférant jouer avec ses proxys, avec ses alliés, Hamas et Hezbollah, et très certainement que Israël a mis l'Iran dans une situation où il ne pouvait plus ne pas réagir. Bien sûr. Parce que l'Iran était intéressé à finaliser son programme nucléaire. Première question. Où l'Iran en est tout exactement dans ce programme nucléaire? On a peu d'éléments, notamment sur la dimension militaire. Et est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour Israël de jouer l'escalade pour justement aller taper ce programme militaire et faire perdre à l'Iran les 10 dernières années de progrès sur ce terrain? Alors, première réponse, où en est-on du problème iranien? On n'en sait rien. On dit que ça se rapproche de plus en plus, qu'on est à 1 semaine, qu'on est à 15 jours. Enfin, on dit ça depuis quelques semaines. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Il faut être clair là-dessus. Enfin, peut-être ils enrichissent 22 fois plus d'uranium que l'accord qui est prévu. Non, mais d'accord. Mais après l'enrichissement, il y a l'arme, il y a le machin, ce qu'il faut préciser, c'est pas parce que vous avez la bombe, vous êtes capable de la lancer avec précision, que vous avez l'avion, le vecteur miniaturisé, etc., etc. C'est là où. Et donc, est-ce que l'objectif de guerre pour Israël, alors, je reviens à votre deuxième question. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour M. Netanyahou. Depuis le début, on sait que l'Iran est l'ennemi d'Israël, à juste titre, puisque l'Iran a dit qu'il voulait détruire Israël. Donc, voilà, c'est l'ennemi. Mais le problème, c'est que... alors, la fenêtre d'opportunité, c'est jusqu'au 5 novembre, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire jusqu'au 5 novembre. Et voyons si l'Iran... On peut enfoncer un coin en Iran. Et moi, je pense que la bonne manœuvre, israélienne, ça serait de la conjonction d'une déstabilisation interne et d'une attaque extérieure. Est-ce qu'ils sont capables de le faire aujourd'hui? Et c'est pour ça que je pense que les Pasdaran ont été obligés de réagir.
parce que les Pasdaran, c'est eux qui tiennent le régime. Donc, il faut qu'ils montrent qu'ils sont forts. Ils le montrent à l'intérieur quand les femmes veulent porter des voiles, mais il faut qu'ils le montrent quand il y a un agresseur extérieur. Donc, ils sont obligés de le montrer. Mais je pense que c'est une possibilité pour M. Netanyahou de se dire, j'ai une fenêtre d'opportunité, j'y vais. Alors, on a des auditeurs en ligne. On va parler, bien entendu, de cette question qu'on a posée depuis maintenant 30 minutes. On n'a pas encore abordé, sommes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Il y a Julien qui est avec nous en ligne sur Europe 1 à 17h18. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où? De Marseille? Bonjour à tous. Oui, je vous appelle de Marseille. Ouais. Avocat, c'est ça, hein? Tout à fait. Bah oui, j'adore. Julien, pour vous, on est à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale? Alors, définitivement, oui. Définitivement oui, je parle, on va dire, avec assez peu de nuances, à la vue tout simplement de cette année qui est passée. Si vous pouvez me permettre, je vais vous détailler quelques points qui font que j'arrive à cette conclusion. Tout simplement parce que quand on voit que durant cette année, le 7 octobre, et je précise, je ne suis pas juif, mais je suis tout simplement les activités, les news, les actualités tout simplement du monde dans lequel je suis. Le 7 octobre, cet atroce pogrom a montré exactement les limites terribles, immondes du monde dans lequel on est. Quand je vois tout simplement que le 7 octobre a ému, on va dire plus ou moins, on va dire le monde occidental, pendant au moins quelques minutes. Je vous rappelle qu'au bout de quelques jours à peine, tout d'un coup, le monde, on va dire, s'est retourné dès qu'Israël a été obligé, dans l'obligation absolue, tout simplement de réagir. Et que Guterres, je ne sais pas si vous vous souvenez, a donné cette information qui était très très claire. Ce pogrom ne vient pas de rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Oui, il ne vient pas de nulle part. À partir de là, je vous rappelle aussi que les pseudo-partenaires de la paix, en tout cas qui sont censés faire la paix avec Israël, dans le cas où, au cas où, que sont par exemple Abbas, dont on sait tout simplement qu'il n'y a que, on va dire, c'est un milieu complètement corrompu, n'a pas tout de suite, pour ne pas dire n'a jamais véritablement condamné, puisqu'il a fallu qu'il y ait une très très grosse pression des États-Unis au bout d'une semaine qui condamne ce pogrom. D'accord, premier point. Deuxième point, la Jordanie quand même, qui est un pays en paix, officiellement en paix avec Israël. Rania de Jordanie, quelques jours plus tard, a dit que tout ce qui a été dit était complètement faux. C'est-à-dire que c'est un négationnisme, alors que ce sont quand même, à la différence, vous savez, les nazis ont tout fait pour cacher les preuves. Là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les terroristes qui se sont filmés. Oui. Et qu'a dit quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Rania de Jordanie, c'est-à-dire que c'est la reine de Jordanie, qui dit que tout ça, c'était complètement faux, qu'il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de viol, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle avait dit, donc c'est un négationnisme faux. Et en fin de compte, on voit quoi? On voit que certains pays n'ont même pas condamné, et ont en plus, c'est-à-dire quelque part approuvé. Je vais poser une question toute bête. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale? Création de la SDN, 1919, je crois, de mémoire. Pourquoi? Pour dire non, plus jamais ça, plus jamais la Première Guerre mondiale. D'accord? Qu'il y ait une espèce de pseudo-réunion des nations, qui puissent discuter, se réunir, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Une vingtaine d'années plus tard, on va dire quinzaine d'années plus tard, un peu moins d'ailleurs, hop, la deuxième guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1948, création de l'ONU, ou 47, je ne me rappelle plus quelle année d'ailleurs, création de l'ONU. Et on voit quoi? On a affaire constamment à des pays qui sont dans une folie furieuse, dans une partialité qui en est complètement folle. Et je donne simplement, mais un exemple, oublions l'histoire d'Israël, quand on voit que l'Iran est présidente, je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, est présidente d'un forum sur le droit, sur la démocratie, quand on voit que l'Arabie Saoudite est présidente de l'association au sein de l'ONU du droit des femmes, mais encore une fois, est-ce qu'on marche sur la tête? Oui, on marche sur la tête. Et c'est-à-dire quand on vient voir que maintenant il y a des personnes comme Guterres, il y a des personnes comme tout simplement Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet immonde de Mélenchon hier. Bien sûr, quand Israël est la seule.
Alors on va le relire, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, tiens, à l'antenne d'Europe 1, parce qu'on en parlait hors antenne avec les équipes il y a un instant. Gauthier Lebray va nous le lire, et c'est vrai que c'est incroyable le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Alors en fait, il dit que on peut lire son tweet. Bien sûr, les missiles, il faut le bien comprendre, étaient toujours en train de tomber sur Israël quand Jean-Luc Mélenchon tweet les missiles iraniens. C'est bien l'Iran qui a envoyé des missiles vers Israël et non l'inverse. Après le Liban et le Yémen, Netanyahou entre en guerre avec l'Iran. C'est l'Iran qui entre en guerre avec Israël. C'est son plan depuis des mois. Après, avec les divers assassinats, la France n'a rien à faire dans cette escalade. Netanyahou plonge toute la région dans la guerre totale. Il expose la population d'Israël au pire risque de son histoire. Il a ruiné la paix et le droit à la vie de millions de personnes. À présent, se paie pour le monde entier le prix de son impunité. Urgence absolue pour arrêter immédiatement la catastrophe qui se déchaîne. Il est en train d'inverser la réalité. Il explique que c'est quasiment Netanyahou qui est en train de bombarder l'Iran. Alors c'est vrai que Julien, on en parlait en antenne de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Entre en guerre avec l'Iran. Exactement. J'aimerais qu'on en parle dans un instant avec nos invités, avec Dominique Trinquant et Myriadec Raffray. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1, et puis on va vraiment rentrer dans cette question pour la dernière demi-heure. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? On va demander ce qu'en pensent nos deux spécialistes, et c'est vrai que c'est une question que de plus en plus de gens se posent, et c'est vrai que là, entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, c'est vrai que, et en plus là il y a les élections américaines qui arrivent en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut être inquiet. A tout de suite sur Europe 1, il est 17h30. Énormément d'appels au standard 01 80 20 39 21. Vous venez nous parler, vous venez poser de vos questions à nos spécialistes. On est content d'avoir retrouvé avec nous sur Europe 1 Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Myriadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Et sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? C'est la question que énormément de gens se sont posés ce matin après les événements au Proche-Orient. Et puis il y a toujours l'Ukraine, il y a des événements un petit peu partout. C'est vrai qu'on a l'impression que toutes les planètes sont alignées dans le mauvais sens, on a envie de dire. Julien était avec nous il y a un instant, avocat à Marseille. Julien qui, pour lui, il n'y a pas de doute, on va tout droit vers une 3e guerre mondiale. Merci Julien d'avoir été avec nous. Donc Julien qui nous a pas mis le Merci, oui, c'est ça, oui. Il nous a pas mis il nous a pas mis la patate. Merci. Julien. Je suis en ligne. Oui, bien sûr. Julien. Voilà. Si vous me permettez, je vais donner encore d'autres informations qui sont concluantes. Quand on voit que il y a par exemple un parti politique comme par exemple LFI, parce qu'on était en train de réagir là-dessus sur le tweet de Mélenchon, et qu'on voit qu'en fin de compte, je ne sais pas si vous imaginez, alors que Nasrallah a tué 58 parachutistes français, imaginez-vous la sidération qu'aurait pu provoquer la mort de Ben Laden aux États-Unis s'il y avait un parti américain qui non seulement ne salue pas la mort de Ben Laden, mais en plus tout simplement qui critique. Exactement. Qui critique la mort de Ben Laden par les Américains. Ah, c'est ce qu'il a fait. C'est complètement fou. Et quand je sais que Gilles Verdez chez vous vote Mélenchon, c'est un choix assumé. Je pose la question à ceux qui votent, que ce soit chez Verdez ou n'importe qui, qu'est-ce qu'il faut pour se dire que maintenant, là, non seulement trop c'est trop, mais on a affaire à une ambiance qui est dangereuse, délétère. Comme je le dis, Julien, ils se sont pour moi disqualifiés. Et c'est vrai que, mais je vais vous dire, quand je pose la question à Gilles Verdez, alors sur Europe 1, si vous ne connaissez pas Gilles Verdez, c'est un jeune homme qui est avec moi souvent à la télé, qui vient nous voir d'ailleurs sur Europe 1 aussi le jeudi et le vendredi, qui fait partie de l'équipe, qui lui n'en démord pas et on ne l'en veut pas. Et chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, et chacun vote pour qui il veut. Mais c'est vrai que LFI fait de la politique. Mais il explique que LFI fait de la politique et que tout ça c'est une stratégie et il peut. Ça c'est vrai. Et oui, mais le problème c'est que il accepte toutes les pires horreurs de la LFI sous prétexte que ce sont des stratégies politiques. C'est un petit peu, voilà, c'est son credo, en tout cas, Gilles Verdez. Julien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous, vous nous rappelez quand vous voulez. On a Mickaël qui est en ligne, Mickaël qui nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril, bonjour merci Valérie, Mickaël. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie Mickaël? J'ai oublié BG, de saluer BG. Ah oui, bien sûr, Big Laoui, bien sûr. On n'entend pas beaucoup. Oui, non, il est sur son portable, il regarde de vieilles vacances de lui à Carcassonne. Merci. Voilà. Oui, Mickaël, vous faites quoi dans la vie? Je suis directeur de magasin dans le commerce. D'accord, très bien. Vous êtes où, en Île-de-France ou en Île-de-France? À Levallois. Levallois, je connais très bien. Levallois, bien entendu. Ça va, ça se passe bien. Vous avez sévi là-bas, je pense. Je sévis. Alors, je sévis encore. Mickaël, on voudrait réagir. Et après, on va avoir bien sûr l'analyse de nos deux invités. Mais juste pour vous, impossible qu'il y ait une 3e guerre mondiale pour vous. Voilà, c'est pas possible. Oui, pour plusieurs points. Parce que déjà, on voit que
ce qui se passe en Ukraine, ça dure déjà depuis 1 an et ça n'a pas fait bouger les grosses puissances. La dissuasion nucléaire étant là, donc je pense pas que ça fasse effet. Maintenant, pour revenir sur ce qui se passe en Israël, je pense que toutes les grandes puissances sont bien contentes du ménage qu'Israël fait, notamment en détruisant petit à petit, et notamment la grosse tête du Hezbollah. Je pense que c'est par rapport à ça et qu'ils sont bien contents du travail d'Israël, mais justement qu'ils vont pas aller se mouiller pour aller rentrer dans le conflit. Donc des aides militaires et des soutiens, oui, c'est encore dans leur mesure, mais pour rentrer à l'intérieur du conflit qui pourra peut-être pas finir rapidement, je pense pas du tout que ça va finir en guerre mondiale, quoi. Donc pour vous, ça va quoi? Ça va se juguler? Alors les gens me disent parfois aussi, c'est à chaque fois on en a vu des escalades comme ça, et à chaque fois ça retombe, puis ça reprend, c'est des cycles. Après c'est vrai qu'il y a eu le 7 octobre, et depuis le 7 octobre, c'est vrai qu'il y a une tension quand même extrême, Mickaël. C'est surtout ça. Déjà, soutien total aux Israéliens, qu'ils ont vu quand même 200 missiles tomber dans le ciel. Donc c'est quand même, moi j'ai vu des images, c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, votre intervenant Dominique Trinquant disait avec le dôme de fer, heureusement qu'on l'avait, heureusement qu'Israël l'avait. S'il l'avait pas, qu'est-ce que ce serait? J'espère bien. Là, c'était catastrophique. On est d'accord. Et donc là, j'aurais aimé plus de communication de la part des Français, et notamment, on va en reparler aussi des copains de Gilles Verdez, mais c'est tout le temps la même chose. Eux, ils sont toujours là-dessus. Et quand on analyse leurs tweets ou qu'est-ce, c'est 90% de leurs tweets, alors qu'il y a d'autres problèmes majeurs en France. Ils parlent que d'Israël, que de ce qui se passe à Gaza, et que de ce qui se passe à Gaza. Mickaël, je vais vous dire, j'imagine le tweet de Jean-Luc Mélenchon, s'il n'y avait pas eu le dôme de fer, ça aurait pu être bien fait pour eux, un truc comme ça. Ils l'ont cherché ou bien fait pour eux. C'était très beau. Je vous le dis, oui. Mais personne réagit, personne dit quoi que ce soit, et c'est ça qui est déplorable de ce qui se passe en France aujourd'hui. Incroyable. Merci Mickaël d'avoir été avec nous en ligne. Avec plaisir. Puis juste un petit mot, Shana Tova quand même. Merci Mickaël, merci, et merci d'avoir été avec nous, merci de nous écouter sur Europe 1, c'est toujours un plaisir d'avoir des auditeurs comme ça en ligne. 01 80 20 39 21. Il y a Gauthier Lebray qui veut dire un petit truc dans un instant parce que c'est important. Sa parole est toujours bien sûr sa parole est prioritaire. Non, sa parole est prioritaire. Je le dis bien. Et puis, je voudrais demander à Dominique Trinquant et Mériadec Raffray, est-ce qu'on va vraiment vers une 3e guerre mondiale? Ils nous répondront dans un instant. Puis j'aimerais bien savoir quelle est les forces françaises, la puissance militaire française, elle en est où? Qu'est-ce qu'on vaut en fait? Voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus. La dernière fois, il m'avait rassuré, Dominique Trinquant. 17h39, on est sur Europe 1, on revient dans 1 minute. 17h40 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h. Si on marche sur la tête, vous continuez à nous appeler, bien entendu. 01 80 20 39 21. Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles, et Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, sont avec nous. On va répondre à cette question. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? Juste, Gauthier Lebray, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais on était sur la France insoumise, et vous disiez si Israël était rayé de la carte, Mélenchon serait capable de tweeter bien fait pour eux. Je rappelle qu'au moment de la première attaque de drones iraniens sur Israël, une députée LFI Arcila Soudeh avait dit Benyamin Netanyahou l'a bien cherché, et elle avait mis sur un pied d'égalité Iran et Israël, une démocratie et un régime absolument barbare qui pend ses opposants à l'aide de grue, qui voile les femmes de force et qui les tue dans les commissariats quand elles ne portent pas bien le voile. Et j'avais une question après aussi pour le général, mais ça dans un second temps, j'imagine. Le général qui est avec nous, Dominique Trinquant. Mériadec Raffray et Dominique Trinquant, est-ce que nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale? Alors, je sens que le général me passe la balle, donc je vais la prendre. Pour préciser à vos éditeurs que mon métier est être analyste et pas Madame Soleil. Très bien. Déjà, première chose. Oui, mais d'après vos analyses. Voilà. Donc, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. Moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Ce que l'on peut dire, on a quand même quelques indices qui sont intéressants à expliquer. Je discutais l'autre jour avec un très très haut gradé de l'OTAN qui me disait la chose suivante. Depuis plusieurs semaines, il n'y a jamais eu autant dans le ciel, sous l'eau, sur terre et en mer, jamais eu autant de friction entre les forces de l'OTAN et les forces russes. Autant de friction. Et le général est à côté de moi, où dans ce monde des forces armées, parfois une étincelle, une incompréhension
peut faire déraper les choses. Et c'est là où la période actuelle est dangereuse. C'est que la tension est extrême, les foyers de tension, les foyers de crise se sont rallumés, et à ce moment-là, les choses deviennent dangereuses. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a longtemps que la planète, et en particulier cette zone du Proche-Orient, du Moyen-Orient, n'avait jamais été aussi dangereuse. Maintenant, pour nuancer cette position, je pense que personne n'a intérêt à ce que le Moyen-Orient s'embrase. Par exemple, on va prendre une simple raison, on va prendre une simple chose. Le Moyen-Orient est encore l'un des endroits d'où le pétrole part vers les grandes puissances, de l'Iran notamment vers la Chine. Imaginez que l'Iran envoie un missile sur 1 ou 2 ou 3 pétroliers dans le Golfe Persique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ensemble de la planète qui est impactée, à commencer par les très grandes puissances qui aujourd'hui sont capables quand même de réguler le jeu. Par exemple la Chine. Je ne suis pas certain non plus que la Russie ait envie que le Moyen-Orient explose à son tour. Et évidemment, je ne crois pas non plus que les États-Unis souhaitent cette occurrence-là. Maintenant, les forces aujourd'hui, comment dirais-je, je disais tout à l'heure que les cartes sont rebattues au Moyen-Orient et que la stratégie gagnante pour l'instant de Netanyahou ouvre des perspectives stratégiques inédites jusqu'à présent. Et c'est là où réside l'inconnu. Oui, mais Dominique Trinquant, justement, on va voir la réponse de Dominique Trinquant. Ouais, je retiens tout à fait ce qui vient d'être exposé, et en particulier les frictions. Oui. Si vous voulez, on est dans un monde extrêmement dangereux, dans lequel il y a de plus en plus de frictions, de combats. On parle Ukraine-Russie, on parle ici Iran-Israël, et les frictions peuvent provoquer une étincelle qui met le feu aux poudres, pour prendre l'expression. Alors, on a quand même des sauvegardes, 2 types de sauvegardes. La première, on n'est pas comme en 1914, les communications fonctionnent bien. Vous savez qu'en 1914, le Kaiser était sur son yacht, n'avait pas de communication, et du coup, son cabinet a poussé à la guerre. Là, globalement, les communications fonctionnent bien. Deuxièmement, je voudrais revenir sur l'interlocuteur précédent qui parlait de la SDN et de l'ONU. Pour avoir beaucoup travaillé à l'ONU, il y a une réunion du Conseil de sécurité qui se tient depuis 1h30 maintenant, et on peut se parler, et on peut communiquer. Alors ça n'empêche pas des frictions, ça n'empêche pas un certain nombre de choses, mais tant qu'on se parle, on peut éviter l'escalade. Et je peux vous dire que derrière les couloirs de l'ONU, quand on n'est pas devant les caméras, il se dit beaucoup de choses. Bien sûr, c'est ça. Et là, c'est quelque chose, et l'ONU, aujourd'hui, devant le blocage du Conseil de sécurité, qu'il faut reconnaître, c'est l'avantage de l'ONU, c'est que les gens peuvent se parler. Exactement. Oui, Valérie Benhammi. En parlant de se parler, la Chine parle, j'imagine, à l'Iran, et on imagine que la Chine parle à l'Iran en lui disant « il faut que tu redescendes d'un cran ». Et également, Poutine parle et à Netanyahou et à l'Iran. Est-ce que, justement, ces communications-là font que ça peut faire redescendre tout ça d'un cran? À mon avis, ça peut y contribuer. Maintenant, il faut faire attention. On est des cultures totalement différentes. Un Chinois parlant à un Iranien, comme nous parlons à un Iranien, ce sont des planètes différentes. Et quand vous avez un Chinois dans sa logique communiste et de gérer son affaire, et de l'autre côté la logique religieuse d'un mollah, la conversation est parfois un peu difficile. Moi, aux Nations Unies, j'ai eu, vous savez qu'on parle dans toutes les langues du Conseil de sécurité, et je discutais avec un Chinois, mais j'ai été traduit à partir de l'anglais. Et d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il y avait un blocage. Le type ne comprenait pas. Et il a fallu qu'on se retrouve auprès d'un déjeuner, ce que savent bien faire les Français, pour débloquer le truc et pouvoir dialoguer avec lui. Donc ça prend un peu de temps, mais les canaux, c'est essentiel. Bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, Myriam Crafray? Peut-être juste un point de détail, mais qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les grandes puissances se parlent. On sait que le ministre de la Défense était à Téhéran il y a quelques jours. Les Israéliens parlent avec les Américains, mais on voit aujourd'hui que la capacité de dissuasion américaine est moindre qu'il y a quelques années, et que la situation de la campagne, de la fin de la campagne américaine fait que cette capacité de Washington à peser sur Netanyahou et d'ailleurs sur l'Iran aussi, sur l'ensemble des acteurs de la région, est moindre. Et donc c'est pour ça que les jours, les quelques semaines qui restent avant ce 5 novembre sont relativement décisives pour, comment dirais-je, un basculement plus important en fait du Moyen-Orient dans la guerre.
Julien est avec nous en ligne. On va prendre 1 minute, chaque auditeur, parce qu'on en a beaucoup. Donc 1 minute, il nous reste 6 minutes d'émission. Julien, pour vous, de Normandie, Julien de Normandie. Alors, c'est pas le Julien de Normandie, c'est Julien qui vient de Normandie, bien entendu. Julien de Normandie. Qu'est-ce qui devient d'ailleurs Julien de Normandie? On en parlera. Loin de la politique. Merci. Julien, pour vous, la guerre mondiale, c'est difficile à dire. Vous allez nous dire. Dites-nous en 1 minute. Et alors, bonjour à tous. Des avis très intéressants. Ça fait plaisir d'entendre merci, vos invités. Julien. Merci. Et donc, moi, je tiens à dire que vous avez beaucoup parlé de l'aspect théologique et effectivement de la dangerosité des ennemis d'Israël, mais c'est quand même oublier qu'il y a un gros manque de légitimité dans les actions menées par M. Netanyahou, vu qu'il est très peu soutenu par son peuple d'un point de vue politique. Alors peut-être pas dans les frappes militaires en représailles, etc., puisqu'il y a une solidarité qui s'exerce en Israël, mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il est dans une grave crise politique, que pour lui c'est un fort ressort pour rester au pouvoir, et que pour rester au pouvoir, il s'appuie sur des gens qui sont fort dangereux, puisque eux aussi sont dans la théologie. Il y a notamment des gens qui sont, eux, dans la volonté de créer toujours plus de colonies, notamment dans le sud-Liban. Il y a un mouvement, je crois, qui s'appelle Uri Safon, qui a publié notamment encore un message là où il parle d'un pauvre soldat qui est décédé, qui s'appelait Israël Sokol, et en s'appuyant sur la mort de ce soldat-là, et en disant qu'il est tombé lors d'une opération à Gaza, avec sa vision de l'avenir du Nord encore brûlante dans son cœur. Notre mouvement s'est levé pour réaliser son rêve et commémorer sa mémoire, s'efforçant de faire du Sud-Liban une terre israélienne florissante et prospère. Après l'élimination du sommet du Hezbollah, y compris Nasrallah, après la spectaculaire attaque de Bipar, vous rêvez également d'une grande maison, d'une vue sur les montagnes enneigées et d'une communauté chaleureuse dans le domaine de nos ancêtres, membres de la tribu Asher et Naphtali. Nous sommes à une décision stratégique de ce rêve, continuer à écraser le Sud-Liban et ne pas laisser ses habitants revenir. Aidez-le à se produire, rejoignez-nous. Merci. Donc il y a quand même des gens très dangereux aussi du côté israélien qui ont une influence forte sur le dirigeant Netanyahou et qui peuvent nous mener malheureusement vers une vision apocalyptique. Julien, il nous reste 3 minutes. J'aimerais que Dominique Trinquant vous réponde en 1 minute. En 1 minute, évidemment qu'il y a des extrémistes religieux qui en particulier colonisent la Cisjordanie. Et lorsqu'on vous dit que la terre vous a été donnée par Dieu, vous pouvez plus discuter, c'est fini. Donc effectivement, il y a des extrémistes religieux également en Israël. C'est pas seulement la grosse différence, c'est qu'en Iran, l'État est organisé comme ça. Ce sont les mollahs qui dirigent ça. Alors là, il y a une minorité d'extrémistes religieux qui pèsent, certes, mais qui ne représentent pas l'ensemble de la société israélienne. Merci Dominique Trinquant. Merci Julien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup Julien, et vous nous appelez quand vous voulez. On a Maclouf en ligne, on a 1 minute avec vous encore Maclouf. Bonjour Maclouf, merci d'être avec nous. Allô, bonjour Cyril. Bonjour Maclouf, vous êtes de Kabylie vous, c'est ça, franco-kabyle? Je suis un franco-kabyle et je suis très sensible à ce qui se passe. Yeah. Et sincèrement, moi je suis pour Israël, parce que moi qui suis d'origine kabyle, partout où il y a des régimes arabo-islamiques, c'est des régimes fascistes. Par exemple, en Algérie, les juifs, les chrétiens n'ont pas le droit d'exister avec leur religion. La langue kabyle est complètement interdite. Les hommes, les femmes en prison. L'Iran, elle fait la même chose. Là où les Arabes ils ont le droit d'occuper tout le monde avec leur religion, ils interdisent aux autres d'exister. Israël, elle a le droit d'exister, de se défendre. Alors, il y a 22 pays arabes dans le monde. Ces pays-là, ils les ont occupés avec la violence. Maclouf, Dominique Trinquant voulait réagir à ce que vous dites. Oui, vous feriez beaucoup de peine aux Iraniens si vous disiez qu'ils sont arabes. Ils sont absolument pas arabes. Non, les Iraniens sont pas arabes. Oui, bien sûr, mais c'est le peuple d'ailleurs. C'est le seul peuple d'ailleurs, s'il y a les élections, qui est laïque, qui a souffert de cet intégrisme en Iran, mais les autres peuples d'Afrique du Nord, il y a un endoctrinement anti-juif, et ça me rend triste. Et moi, je suis pour que Israël continue à exister, et que je suis pour la paix, mais malheureusement, les fascistes iraniens, c'est eux le poison du Moyen-Orient. C'est eux qui arment tous ces fanatiques un peu au Liban. Le Liban qui était la Suisse du Moyen-Orient. Regardez ce qu'ils ont fait. Ouais. La même chose, ils ont fait la même chose avec les Houthis. La même chose en Irak. Il faudrait leur faire peur, il faudrait leur montrer qu'ils arrêtent. Sinon, il faut que la communauté internationale et les pays occidentaux soient avec Israël, parce que le travail que Israël fait, elle le fait pour nous. Parce que ces gens-là, si un jour ils ont le pouvoir, ils accèdent à la bombe nucléaire,
on va tous être en danger. Maklouf, 30 secondes pour répondre, Myriad Akrafré. Oui, vous avez cité le Liban, merci monsieur. Je voulais avoir une pensée pour terminer pour ce malheureux Liban qui va à nouveau connaître la guerre. L'économie était par terre depuis 2019, il n'y a plus de gouvernement depuis 2022. Le Hezbollah était le maître de l'économie informelle et aujourd'hui, à nouveau, les bombes et les réfugiés dans un pays qui craint à nouveau l'affrontement communautaire. Et c'est là, on a l'impression d'arriver à la fin d'un modèle multiconfessionnel et cette crise pourrait aggraver à nouveau les problématiques d'affrontement intercommunautaire. Donc, une grande pensée pour le Liban ce soir. Vous avez bien raison. Merci, Myriad Akrafré, d'avoir été avec nous. Merci, Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous les deux. Merci, Maklouf, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Et merci de votre analyse. Je vous fais de gros bisous, Maklouf. Merci. Au revoir. Au revoir, Maklouf. On se retrouve bien entendu demain de 16h à 18h sur Europe 1. Merci à toute l'équipe, bien sûr, d'avoir été avec moi. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé à l'émission. Merci Benoît et Georges, qu'on prendra une autre fois, bien sûr, sur l'antenne. Et tout de suite, c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et Europe 1. À demain.